Eh bien, bienvenue sur Entrelacs, le magazine culturel et spirituel du Grand Genève. Aujourd'hui, un gros plan, un focus sur l'AOT, Atelier Œcuménique de Théologie. C'est une initiative genevoise qui a 40 ans et pour en parler pendant un peu plus de 20 minutes, à ma gauche, Georgette Griby, bienvenue sur ce plateau, et à ma droite, Claire Poncet-Pacchiani. On va rentrer dans cet atelier comme si on était un atelier, puisque le but c'est de faire découvrir à nos auditeurs ce que c'est que cette AOT. Qui veut se lancer? Parce que tout de suite après, on a recueilli avec vous, Georgette Griby, un certain nombre de témoignages de participants, de grands catéchumènes, on peut les appeler comme ça. Alors, peut-être, Georgette, de quand date, donc on l'a dit, 40 ans, mais c'est une initiative chrétienne, protestante, catholique, qui a eu cette idée? C'est donc des théologiens catholiques et protestants. Il y avait des jésuites, il y avait des professeurs de la faculté de théologie protestante de Genève dans les années 70 qui ont eu envie de faire ensemble de la théologie. Et non seulement de faire ensemble de la théologie, et c'est ça qui est original, mais de former ensemble des personnes, des laïcs, pour essayer de voir qu'est-ce que ça donnerait si on faisait de la théologie ensemble entre catholiques et protestants. Claire, vous êtes enseignante dans ces ateliers, vous avez été enseignante dans des cycles à Genève. C'est votre spiritualité ou c'est l'enseignement qui vous a poussé à rejoindre AOT? Je pense que c'est les deux à la fois, disons. J'ai une passion pour enseigner. Je suis beaucoup plus heureuse d'enseigner à des adultes volontaires qu'à des adolescents qui ne le sont pas, donc c'est une gratification. Pour les enseignants qui nous écoutent, ils vont se retrouver dans votre témoignage. Et puis, parce que j'ai fait un cheminement qui m'a conduit à faire des études de théologie au moment où j'arrivais à la retraite, un peu avant, parce que je faisais en même temps l'enseignement, la famille et les études de théologie. Et quand on m'a proposé d'enseigner à l'AOT, j'étais très heureuse parce qu'on ne fait pas des études de théologie pour soi, pour se le garder, et on a envie de le partager. Donc c'est une solution formidable. Alors ce qu'on va partager, si vous voulez bien, c'est le témoignage de Seta qu'on a enregistré l'autre soir, juste avant un cours. Je suis venue véritablement à l'AOT pour apprendre. Et j'y ai découvert une organisation très bien faite parce que en venant ici chaque semaine, on a une alternance de cours, je dirais de cours magistraux donnés par des intervenants catholiques et protestants, pasteurs, prêtres ou laïcs, théologiens, ce qui donne une belle diversité. Et aussi parmi les participants une diversité des gens d'origine sociale diverses qui n'ont pas de formation particulière en théologie. Tous y sont accueillis à condition qu'ils respectent la parole de l'autre. C'est la seule exigence de l'AOT. Il y a une liberté de parole totale, qu'on soit croyant, totalement intégriste, je dirais, en recherche, en doute éclairé parfois, dans la confusion ou alors même, je dirais, assez éloigné de la foi. Georgette, une réaction. Vous étiez là quand on a enregistré ce son. Elle y va de Franco, Seta. Oui, tout à fait, mais je pense qu'elle met le doigt sur quelque chose qui est pour nous extrêmement important et ça nous touche beaucoup de l'entendre. C'est que, effectivement, ce prérequis de l'ouverture et de la confiance que l'autre a une richesse à m'apporter, que je ne suis pas là pour le juger, ni pour essayer de le convaincre, ni pour me moquer de lui, ni quoi que ce soit, pour aucune autre raison que pour l'écouter. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est central pour nous. Tous les cadres que nous mettons ont pour but de permettre cette liberté totale, cette ouverture totale à toute parole qui peut venir. Et le fait, par exemple, qu'on enseigne toujours à deux, toujours un catholique avec un protestant, c'est une règle d'or. On ne déroge jamais à cette règle, à moins qu'il y ait quelqu'un qui soit vraiment malade. Mais on ne déroge pas à cette règle. Il y a toujours un catholique et un protestant qui enseignent ensemble. Et donc déjà, par le fait qu'on mette ce cadre-là, on est bien obligé de considérer que l'autre a quelque chose d'intéressant à dire. Et puis dans les groupes aussi, il y a une mixité de confessionnelle qu'on met dès le départ de la volée, pour toute la volée. On donne ce cadre tout le temps. Donc on a une partie de l'enseignement qui se fait en petits groupes. Alors là, c'est plus de l'enseignement, c'est vraiment des ateliers, dans tout le sens fort du terme, où on est à par petits groupes de 10. Et ces groupes sont gérés par un enseignant qui est secondé par un animateur.
l'animateur de l'autre confession. Alors là, on a fait un pari dans cette émission. On ne révèle pas vos confessions respectives, et puis les auditeurs pourront nous envoyer un petit mot ou un mail à RCF pour nous dire s'ils ont trouvé. On va revenir quelques secondes avec vous, Claire, sur la partie enseignement. Est-ce qu'il est plus facile d'enseigner des notions théoriques, liturgiques sur les textes, ou bien d'aborder les problèmes d'interrogation, de doute sur la foi? Je ne sais pas. Je glisse peut-être un petit peu à côté de votre question pour y revenir, c'est-à-dire que une des spécificités de notre enseignement, c'est-à-dire que nous ne sommes pas des spécialistes. Oui, nous avons fait de la théologie, il y a des pasteurs, des prêtres qui ont une formation peut-être plus approfondie, des doctorats, mais tous, on enseigne dans tous les domaines, c'est-à-dire aussi bien le Nouveau, l'Ancien Testament, l'histoire de l'Église, la dogmatique et l'éthique. Donc c'est un travail de toute façon qui est très important. Voilà, ça je peux vous le dire. Grosse exigence pour vous? Oui, bien sûr, c'est une grosse exigence. D'autant plus pour moi qui suis venu quand même assez tard, mais enfin ça me permet personnellement, c'est pour ça que c'est très enrichissant aussi pour l'enseignant que je suis, parce que ça me permet d'approfondir et de compléter, de rechercher. Enfin moi je suis une enseignante tout aussi en recherche que mes élèves, si je peux dire, les élèves, les participants. On ne doit surtout pas dire les élèves, les participants. Oui, ça les rajeunit. Oh, parlons d'âge, une parenthèse, est-ce que c'est seulement des personnes âgées qui viennent ou qui optent ou retraitées, ou est-ce qu'on peut avoir des bandes d'étudiants de 14-15 ans? Non, 14-15 ans, non, parce que bon, je pense que quand même qu'il y a des exigences intellectuelles, il faut un tout petit peu plus de réflexion. 14-15 ans, il n'y en a pas. Mais il y a des jeunes, à partir de 20 ans, oui, il y a des jeunes qui s'inscrivent. On trouve de tous les âges. Effectivement, pour des questions matérielles et d'organisation de vie, c'est vrai qu'il y a plus de retraités, mais on trouve tous les âges. Georgette Griby, vous qui êtes théologienne, quand on parle des questions de théologie, comme la Trinité, le ministère, la scène, l'Eucharistie, est-ce que c'est des préoccupations de votre public de comprendre comment ça marche en fait? Oui, donc effectivement, les gens viennent. Enfin, quand on aborde ces questions-là, c'est Eucharistie, ministère. Les gens sont des fois étonnés de découvrir la tradition de l'autre. Déjà, ils se rendent compte que ça leur fait moins peur. Ce qui pourrait leur avoir fait peur ou les étonner ou les énerver même. Ils découvrent que c'est peut-être pas si énervant que ça, pas si terrible que ça. Et puis, ce qui est très surprenant, c'est de voir aussi qu'ils sont très heureux de découvrir leur propre tradition. Beaucoup de gens nous disent j'avais jamais compris ça dans ma propre manière. Des catholiques par exemple qui disent l'Eucharistie, j'avais jamais compris qu'il y avait ça derrière, et maintenant j'aime encore mieux participer à l'Eucharistie pendant la messe parce que j'ai mieux compris de quoi il s'agit. Alors on a un témoignage, celui d'André qui parle de savoir mettre des mots, incapable de mettre des mots. On l'écoute tout de suite puis on reviendra à vous, Claire, pour votre impression, parce que vous n'avez pas encore entendu ce témoignage. Je suis venu à la OT parce que je me suis trouvé une fois dans une situation un peu particulière. J'ai beaucoup d'engagement associatif, et je fais plein d'activités. Puis tout à coup, quelqu'un m'a dit « Mais pourquoi est-ce que tu fais tout ça ?» Et au fond, dans le fond de moi, je sais exactement pourquoi. Mais j'étais incapable de mettre des mots là-dessus, de l'exprimer. Alors je me suis dit qu'une formation comme l'offre l'AOT pourrait peut-être m'aider un tout petit peu à y voir clair, à mettre des mots sur ce à quoi je crois, voir au fond l'étendue de mes doutes, qui sont certainement nombreux, mais effectivement me trouver beaucoup plus à l'aise avec toute la question de mes convictions religieuses. Et au bout de cette deuxième année, je commence à y voir clair. En fait, j'ai acquis en tout cas des outils pour étudier la Bible. D'ailleurs, on avait dans un des exercices pendant l'été, on avait un petit exercice à faire et j'avais choisi de prendre un thème et de voir comment est-ce qu'il était traité dans les différents chapitres de la Bible. Et je trouve que je me suis senti beaucoup moins désemparé et prêt à pouvoir un tout petit peu plus travailler par moi-même. Claire Poncet-Pacchiani, vous qui êtes enseignante, quand André nous parle des outils, quels sont ces outils? Voilà, il y a des outils quand on aborde par exemple les textes de la Bible, il y a des outils qui sont des outils linguistiques, par exemple, des outils de traitement de texte, pardon, d'analyse de texte, je veux dire,
d'étude du narrateur, la compréhension de la narration, la compréhension des différences de texte. Tout ça, c'est déjà des outils préalables à commencer la Bible. Il y a des outils, des connaissances historiques. Beaucoup de gens ne sont pas très au courant des dernières découvertes historiques ou archéologiques, enfin, ce qui s'est fait au niveau de l'Ancien Testament. Ce sont les connaissances. Et puis, il y a des façons de raisonner. On apprend à lire des textes. Enfin, on est tous censés savoir lire des textes, mais on fait des exercices des fois assez serrés sur un texte. Que dire, qu'est-ce qu'il veut dire, est-ce qu'il y a vraiment les mots. Donc des fois on ne fait que réactiver des choses que des gens savent déjà, ou bien on élargit. Et se mettre des mots et des outils, et aussi des connaissances. Quand on fait de l'histoire, on est dans le semestre d'histoire, l'histoire on a beaucoup oublié, ou bien on ne l'a pas fait, et il s'agit vraiment d'acquérir des connaissances. Oui, Georges Bréby, alors dans le petit texte que vous m'avez envoyé avant de préparer cette émission, vous dites c'est donner la possibilité pour les participants des outils pour aborder les textes bibliques avec plus d'assurance. J'ai été stupéfait de cette assurance. Ça veut dire qu'ils en manquent? Bah oui, enfin, c'est-à-dire, certains ont déjà pas mal d'assurance quand ils arrivent, disent manquer d'assurance, puis en fait, en grattant, on découvre qu'ils en ont beaucoup plus. Mais enfin, il y a beaucoup de gens qui ont l'impression d'avoir comme un poste dans la tête, et puis qui n'arrivent pas à mettre les morceaux ensemble. Et souvent, à la hauteur, j'ai suivi une dame, par exemple, qui disait, mais au bout de 2 ans, elle avait le sentiment qu'elle arrivait à parler d'un texte d'une manière où elle savait où aller chercher des outils pour mieux comprendre tel mot, ou telle tournure, ou tel contexte historique. Et puis elle me disait qu'elle avait plus d'assurance quand elle parlait à des collègues. Elle travaillait au Centre œcuménique des Églises. Elle avait plus d'assurance quand elle parlait à ses collègues théologiens d'un texte ou d'un concept théologique. Claire? Oui, et on gagne de la liberté, parce que j'ai l'impression que beaucoup des participants, quand ils arrivent devant la Bible, c'est le texte sacré. Donc on n'ose même pas poser des questions, on n'ose même pas, on est là, il y a des choses que l'on comprend ou que l'on ne comprend pas. Voilà. Et tandis qu'à la hauteur, on vous permet de développer une lecture personnelle. Et puis on ose peut-être lever le doigt, ce qu'on ne faisait pas 10-12 ans pour comprendre une parabole qui était absconce, hein, on n'hésite pas à dire le mot. Il y a un témoignage qu'on va écouter maintenant. Il est intéressant, il se présente lui-même. Il est tellement passionné par la l'AOT qu'il s'est inscrit à une 2e session. Donc on comprend bien que Christian, que c'est ainsi qu'il se prénomme, va travailler 4 ans à la fin de sa 2e année. On écoute Christian. Je m'appelle Christian et c'est la 2e fois que je participe à l'AOT. La première fois, c'était une découverte de l'œcuménisme, parce que pour la période où l'AOT a commencé, c'était vraiment le début d'un rapprochement et d'une interrogation des confessions catholiques et protestantes. Et c'est toujours d'actualité, et pour moi, c'est toujours quelque chose de crucial de pouvoir partager ensemble et de pouvoir avoir un enseignement qui soit une découverte de ce que chacun est dans la différence de religion d'un catholique à un protestant, par exemple. Par contre, c'est vrai que pour moi, c'est une réponse à ce questionnement de la séparation de l'Église, des Églises, et pourquoi est-ce que nous, suivant le Christ, sommes-nous si séparés les uns des autres. Pour moi, c'est le lieu où on peut éventuellement en parler, où on peut partager ces choses-là. Claire, je vous vois un peu froncer les sourcils. On va coller à l'actualité avec l'élection du pape François. Est-ce que vous avez le sentiment que votre public, protestant ou catholique, a réagi avec plus ou moins de passion? Pour les uns, le pape est important. Pour les protestants, c'est un homme politique que l'on respecte. Mais enfin bon, il y a quand même eu des hérétiques et des protestants. Vous réagissez comment? Oui, je pense que cela a intéressé. Je trouve que le discours n'a pas été très bien écouté. J'en discutais hier avec mon groupe, et puis je leur disais, mais enfin, vous, protestants, que vous avez remarqué dans ces premières paroles? Parce que pour moi, c'était évident. C'est évident qu'il n'avait pas utilisé une seule fois le mot pape. Et le Buenos Aires vous a... Oui, le Buenos Aires, oui, d'accord, ça c'est sympa. C'était sympathique. Mais disons, voilà, oui, il voit quelqu'un de nouveau, il y a toujours des espérances qui s'élèvent, que l'on va pouvoir régler tous les problèmes. Est-ce que c'est des illusions? Est-ce que c'est pas des illusions? Oui, alors, Georgette, si je vous pose la question, c'est pour vous soumettre à contribution. Est-ce que c'est typiquement des thèmes concrets dont on parle à l'AOT, indépendamment d'un parcours bien balisé? Oui, bon,
moi, j'ai pas eu l'occasion de voir mon groupe depuis l'élection du pape, donc je ne sais pas de quoi ils ont parlé. Mais ce que je voulais réagir par rapport au fait que l'AOT est un lieu où on va pouvoir peut-être oser dire, aussi dans le sens de ce que disait Zeta tout au début, on va peut-être oser dire « Ah non, mais vraiment, ça m'énerve là. Ce truc-là, ça m'énerve, cette manière de Oui, on a faire. » entendu d'autres d'ailleurs, oui, toutes ces heures de télé en direct. Oui, et puis cette manière de faire de l'autre confession, ça m'énerve. Par exemple, ces chants protestants tellement rébarbatifs, enfin voilà, ça m'énerve. Ou bien alors telle habitude de faire chez les catholiques est vraiment... C'est des endroits c'est un endroit où on peut le dire, où on peut aussi dire son émerveillement. On est plutôt en train souvent de dire notre émerveillement par rapport à ce qu'on découvre. Mais enfin, voilà, c'est un lieu de liberté où ces choses-là peuvent sortir. Et les gens, bien souvent, n'ont pas... On se rend compte qu'il n'y a pas tellement de lieux où on peut être critique de manière constructive et intéressée, critique dans le sens d'être intéressé à l'autre. Et là, de nouveau, je m'adresse à vous, Claire, avec votre parcours d'enseignement. Vous arrivez à caler ça pratiquement entre le programme imposé et les discussions qui se prolongent. C'est pas à midi que vous commencez vos ateliers, c'est tard. Donc, est-ce que vous donnez de votre temps en plus pour répondre à des questions hors du cours, type ces interrogations Ça dépend un peu des groupes. Moi, j'ai un groupe qui est très avide de connaissances, mais qui n'est pas très avide de discussions. C'est la dynamique du groupe, c'est les gens qui sont là. Donc on a généralement tout à fait le temps, mais il y a quand même des questions qui se posent après les cours. Bien entendu, après les cours, on voudrait des éclaircissements, on voudrait comprendre mieux. On a des fois des gens qui nous téléphonent. On est toujours ouvert à ça, à ce que des gens nous téléphonent pour nous dire là j'ai pas bien compris. Alors on prend un rendez-vous et puis on mange ensemble. Voilà. On a aussi on propose un suivi de formation aussi pour les personnes qui le désirent. Donc des gens qui pour la volée se mettent avec un enseignant et puis tous les 2-3 mois, enfin selon la fréquence qui est décidée par le tandem, peuvent avoir des moments privilégiés avec un enseignant pour partager encore. Alors on va écouter Pascal parce qu'elle a besoin non seulement de l'enseignement, mais elle a besoin des autres. Et je mets un highlight sur une chose qu'elle dit, est-ce que par rapport à sa foi et sa relation à Dieu, à la relation contractuelle à la famille, la tradition, les fêtes carillonnées, on écoute Pascal puis on rebondira sur son témoignage. Moi, je suis venue pour me former intellectuellement, un peu comme le disait Zeta. J'étais pratiquante, mais vraiment avec la foi du charbonnier, l'admiration, enfin le ravissement pour chaque fois que j'entendais des explications bibliques. Et là, je suis gâtée parce que c'est le cas toutes les semaines. Et ça m'a, sur un plan individuel, ça m'a vraiment permis de retrouver la vraie joie de participer par exemple à une célébration plutôt que un devoir, un sens du devoir ou un sens de loyauté familiale. J'ai retrouvé quelque chose, toute ces gens brillants et très sérieux qui nous donnent des explications intellectuelles, rationnelles dans le bon sens du terme. Moi, m'ont beaucoup enrichi ma foi qui était spontanée. Ça a amplifié ma joie à l'extérieur, au contexte de moments religieux à l'extérieur de l'AOT. Claire, c'est à vous de réagir. Intellectuel, émotion, comment vous réagissez à ce témoignage? On a été touché par ces hésitations à Pascal quand elle exprimait ça. Est-ce qu'elle représente vraiment une attitude fondamentale qui pourrait pousser nos auditeurs à se dire mais moi je me sens comme elle? Moi je pense que ce que nous proposons intéresse beaucoup, c'est-à-dire ces connaissances, parce qu'on a fait l'école du dimanche, on a fait du catet, et on a un grand manque de connaissances. On a peut-être appris à aimer Dieu, c'est formidable, mais on est dans un monde où c'est pas suffisant. Bien sûr que c'est suffisant, je ne veux pas dire ça, mais on est confronté, premièrement avec nos enfants. Qui n'a pas une discussion avec son fils. Moi j'en ai une avec mon fils qui est un docteur en sciences et qui me parle de la non-existence de Dieu. Comment lui parler? Il faut bien avoir des arguments, on ne peut pas seulement partager une foi, il y a quelque chose d'autre, il y a du niveau intellectuel qu'il faut faire, par rapport à des amis aussi qui sont étonnés et qui vous posent des questions. Mais enfin, toi tu vas à la foi, toi tu vas le dimanche, qu'est-ce que tu fais, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est pas
seulement une réponse émotive que l'on peut donner, et puis aussi par rapport aux autres religions qui viennent et qui arrivent dans notre pays. Dans nos pays, il faut aussi avoir une claire idée de certains points qui sont le fondement de notre foi, non seulement émotif. Georgette Grby. Moi, j'aime bien parce que j'ai l'impression qu'elle se régale. Pascal, et d'ailleurs quand on est en cours, elle mais d'autres, c'est frappant, c'est quelque chose de l'ordre vraiment de la saveur, et puis ça me permet juste de parler du thème, justement le thème de la volée suivante, de la 21e volée qui sera « Et s'y croire avec du goût », parce que là je crois qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la découverte que croire, ça peut être savoureux. Alors on va écouter Olivier parce qu'il vous le confirme, Georgette, si jamais vous aviez des doutes. Il s'est trouvé que j'ai eu une présentation de l'AOT dans l'Écho Magazine, un journal catholique roman, et je me suis inscrit. Surprise, je découvre que c'est une retraite prolongée que je fais, qui dure 2 ans, qui m'apporte énormément de choses, qui bouscule beaucoup de choses, et qui me fait découvrir surtout un Jésus que je ne connaissais pas. Je découvre les évangiles d'une manière que je n'imaginais pas, une histoire de l'Église qui est totalement différente de celle que je connaissais, et en définitive, j'en arrive à me dire qu'on pourrait peut-être je pourrais vivre ma religion autrement que dans le devoir, mais avec du plaisir et du désir. Ça, alors si les auditeurs ont pu l'écrire, c'est bien. Est-ce que ça veut dire que Olivier a gardé le souvenir d'aller au caté, comme vous disiez tout à l'heure, avec un accent parfaitement genevois, avec une impression qu'il faut le faire, on nous l'a dit, et puis il y a la confirmation, la première communion, tout ça. Il y va avec plaisir parce qu'il est libéré de quelque chose. Mais de quoi est-il libéré, Olivier, selon vous, quand il va à l'AOT ? C'est sa décision libre, et puis parce qu'on est heureux. C'est vrai qu'à l'AOT, on est heureux. Il y a des relations, il y a une formation, et nous, on est heureux d'enseigner, ça doit se sentir, les gens sont heureux de venir, ils pourraient ne pas venir, mais ils sont tous là à chaque séance d'enseignement, et c'est formidable, donc c'est dans la joie que vraiment, il a raison, on est dans la joie quand on est à l'AOT. Georgette, si un jeune nous écoute, on peut lui dire que c'est cool l'AOT ? Oh ouais, c'est cool. Non, c'est vrai que je pense que pour faire l'AOT, il y a beaucoup de gens qui se disent oh mais je suis peut-être pas prêt ou j'ai pas encore assez mûri, qui attendent peut-être d'avoir mûri ou qui attendent tout simplement très pragmatiquement d'avoir élevé leurs enfants. Mais moi j'ai envie de dire que c'est presque dommage parce que les jeunes, on a 2 étudiantes là qui sont plus étudiantes, mais enfin, en tout cas pas loin de leurs études, qui sont avec nous pour cette volée, qui apportent énormément pour la jeunesse, leur fraîcheur enfin voilà, d'avoir cette spontanéité de la jeunesse qui vient avec une foi beaucoup plus neuve, peut-être plus naïve aussi, oui, mais enfin qui apporte énormément aussi. Alors c'est le moment de conclure pratiquement. Quelques informations pratiques. Ok, on y vient, c'est cool, mais ça prend du temps. C'est donc le soir. Soit l'après-midi, soit le soir, 2 heures de cours par semaine, le lundi, hors vacances scolaires. À cela s'ajoutent 3 samedis après-midi par année, et sur 2 ans. Et ça suit les 28 semaines ou les 32 semaines scolaires, là je sais plus quel est le compte, c'est un peu ça. Donc au moment où cette émission est diffusée, c'est je pense après Pâques, donc on est en cours, mais pendant les vacances habituelles, ça veut dire que c'est compatible aussi avec la famille, un petit peu ? Oui, tout à fait, avec les vacances scolaires genevoises, bien sûr, pour des raisons pratiques, on ne peut pas tenir compte de toutes les vacances de tout le Grand Genève, mais enfin, et il y a 2 petits travaux à faire en cours de volée. Donc là, nous arrivons maintenant à la fin de la 2e année de cette 20e volée. Une volée va reprendre en septembre. Et puis il y a 2 travaux à faire, une présentation orale pendant la première année, et puis un petit travail écrit de 2 pages au début de la 2e année. Et puis c'est clair. C'est quand même la joie, parce que tu parles des travaux pour terminer. On sera rassurés, les gens qui vous connaissent à Genève, Clairefontaine, Pacani, si vous corrigez l'orthographe, on en est sûr. Une dernière chose pratique, il y a un site où est-ce qu'on peut... aotge.ch. Et si on vient de Genève ou du pays du Grand Genève, comme on l'appelle maintenant, si on est annécien et qu'on veut venir voir, on sonne, vous êtes là et on peut s'inscrire. Il faut aller voir sur le site. Sur le site. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut être de l'autre côté de la frontière et venir chez vous. Et sans prérequis, vous tenez à cette... Il y en a toujours. Il y en a toujours qui viennent.
Ok, ben écoutez, c'est le moment de conclure. Je vous remercie toutes les deux parce qu'on a fait le déplacement. C'est très symbolique, c'est une première. Nous étions à Annecy avec aux commandes Baptiste. Hein. Merci pour le coup de patte et le mixage. On remercie Stéphane Tremblay aussi qui a préparé un peu en amont avec moi. Merci Georgette Griby. On va vous laisser repartir avec vos chèvres, hein, parce que vous avez un vrai métier à part ça. Et puis quant à vous, Claire Poncet et Pacchiani, merci de donner tout ce temps. Vos anciens élèves doivent se souvenir de vous, et si jamais ils ont des questionnements avec la foi, eh bien, il faut venir à la hauteur. Au revoir, merci.